Le rouge est la couleur de la révolution et du Parti communiste chinois. C'est aussi la couleur de la fortune et de la prospérité. Le 4 mai est la journée nationale de la jeunesse. Comme la plupart des écoles, l'école publique numéro 14 de Yantai souligne cette journée par une cérémonie et une remise de prix. C'est le visage de la jeunesse chinoise d'aujourd'hui. On lui a appris à croire dans le parti et à suivre ses commandements. Le seul moyen, leur a-t-on dit, d'obtenir pour tous fortune et prospérité. Mais qu'y a-t-il derrière cette croyance uniforme et incontestable? La Chine moderne change peut-être plus en profondeur qu'elle ne le montre en surface. Un Chinois sur deux a actuellement moins de 26 ans. Et c'est ce que croit cette génération que croira le pays de demain. Les élèves de l'école 14 appartiennent pour la plupart à la brigade de production Chuji à Yantai, dans la province de Shandong, à l'est de la Chine. Une communauté autonome de 4500 habitants qui cultive légumes et arbres fruitiers et possède plusieurs usines. Le chef de la brigade Chuji s'appelle M. Chao Quicheng. Il est non seulement responsable de la production, mais encore du bien-être social de ses administrés et de leur adhésion à la politique du parti. Il est leur chef depuis 30 ans. Cette brigade est une des plus riches de Chine. Elle est aussi l'exemple vivant de ce à quoi une bonne gestion et une administration judicieuse peuvent aboutir. S'il est quelqu'un qui peut se targuer de croire en ses principes et de réaliser son idéal, c'est bien M. Chao. Il vit en compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants. Trois générations de Chao sont rassemblées sous ce toit. Elles perpétuent la tradition de l'unité et de la loyauté familiale chinoise. Tradition qui a survécu aux turbulences de l'histoire. Mais aujourd'hui, chaque génération a sa propre conception et sa propre expérience. Les anciens ont connu la guerre et la révolution. Les adultes, le grand bond en avant. Les enfants grandissent maintenant dans la sécurité et un confort relatif. Tous citoyens ou futurs citoyens d'un pays où la propagande d'État leur dit ce qu'il faut savoir du monde. Mais qu'est-ce qui leur a inculqué ce qui est devenu une foi inébranlable? M. Chao s'est inscrit très jeune au Parti communiste. Quand je me suis inscrit, je ne savais pas très bien pourquoi. Le but de la révolution est de réaliser l'idéal communiste. Au début, ce n'est pas à ça que je pensais.
Alors pourquoi rejoindre la révolution? Parce que le peuple travaillait durement pour les propriétaires terriens et avait à peine de quoi manger. M. Chao avait en effet connu dans son enfance une période cauchemardesque de guerre, de misère et de famine. Sa mémoire était remplie de ces souvenirs. Le Shandong était une province où la famine régnait à l'état endémique. M. Chao et ses parents ont dû bien souvent mendier pour subsister. Le village de Chuji était aux mains de 28 familles riches, régnant ou presque sur 1000 autres, dont près de la moitié étaient réduites à la mendicité. Dans les années 30 et 40, le pays fut dévasté par la guerre et les Japonais occupèrent toute la Chine orientale. On ne sait combien de Chinois périrent de la main de l'envahisseur. Des millions sans doute. Et le choc fut aussi traumatisant pour la population que l'Holocauste le fut pour le peuple juif. À la même époque, les communistes, conduits par Mao Tse-tung, livraient un combat sans pitié aux forces nationalistes. Mao était soutenu par la paysannerie où il était comme un poisson dans l'eau. Le Japon vaincu, M. Chao se joignit à l'armée populaire de libération et combattit dans ses rangs. Selon son aveu, il savait peu de choses du communisme, mais il savait qui était son ennemi. Toute guerre civile engendre des excès. Le chaos et le sang versé ne sont pas près d'être oubliés. En 1949, les nationalistes de Chiang Kai-shek sont défaits. Le communisme triomphe. C'est l'heure de gloire de Mao. De la porte de la paix céleste à Pékin, il proclame la République populaire de Chine. C'est la libération, la naissance de la révolution socialiste. M. Chao avait à peine 30 ans. Depuis la Révolution, la vie de la population s'est améliorée petit à petit. Et c'est pourquoi nous croyons maintenant à la vérité du marxisme-léninisme et à la pensée de Mao. Nous réaliserons le communisme, c'est pour cela que je suis si enthousiaste. À l'école, en cours d'éducation civique, on apprend que la victoire du communisme et la défaite du capitalisme sont inéluctables. La foi en la doctrine marxiste promet une société parfaite, un paradis terrestre où nul n'exploitera plus son prochain et où régneront l'harmonie et la prospérité. C'est un athéisme philosophique et les enfants sont dissuadés de chercher une autre croyance. Et pourtant, l'histoire du pays montre que le spirituel a toujours occupé en Chine une place prépondérante et l'occupe encore d'une certaine façon. On ne peut aller loin en Chine sans trouver en chemin, par exemple, un temple bouddhiste. Beaucoup sont désaffectés, mais celui de Faiyuansi à Pékin est toujours animé par des moines, et c'est l'un des derniers en Chine à recevoir des novices. Tout sépare le marxisme de l'enseignement bouddhique. Mais ces moines peuvent néanmoins exercer en paix leur sacerdoce. Pendant les 10 années que dura la révolution culturelle, qui s'éteignit en 1976, toutes les religions furent persécutées et mises hors la loi. Nombre de moines, de prêtres furent emprisonnés et torturés, des temples détruits, des livres brûlés. Mais aujourd'hui,
la Constitution reconnaît dans certaines limites le droit à la pratique religieuse. Le bouddhisme est originaire de l'Inde et naquit au début de l'ère chrétienne. Il met l'accent sur le spirituel et dédaigne le matériel. Les bouddhistes croient que tous les maux de l'humanité viennent de ce que l'homme donne trop de prix aux choses de la vie. La possession, le pouvoir, l'amour, la satisfaction charnelle des sens. Ils croient en la réincarnation, au cycle des renaissances, la grande roue qui tourne et tourne jusqu'à ce que l'esprit se libère et se fonde dans le nirvana. Les moines se consacrent à la dévotion, à l'étude des Écritures et à la méditation. La vie monastique est d'une grande simplicité et strictement réglée. Peu de Chinois en accepteraient aujourd'hui la rigueur, mais tous admirent, comme leurs ancêtres, la haute élévation spirituelle de ceux qui s'y soumettent. Les héros du passé et du présent sont des hommes qui ont prouvé la noblesse de leur esprit. Et la tradition 2 fois millénaire que ces moines incarnent a toujours sur le peuple une grande influence. Sur la côte sud de la presqu'île du Shandong se trouve le mont Laoshan, célèbre pour ses sources minérales. La croyance populaire en fait aussi la demeure de nombreuses divinités qui composent le panthéon taoïste. Il reste bien peu de taoïstes en Chine, et ils s'offrent moins à la vue que les bouddhistes parce que leurs temples ont été édifiés dans des endroits retirés. L'un des plus célèbres est celui de Taiching, à mi-chemin de Laoshan. Il a été classé par le gouvernement comme relique culturelle. Une douzaine de prêtres taoïstes y vivent encore, l'entretiennent, font office de guide et consacrent le temps qui leur reste aux exercices spirituels. Le taoïsme est spécifiquement chinois et remonte à plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Le mot Tao signifie la voie, celle de la nature, qui fait le tour de l'univers. Les taoïstes croient en l'immortalité. Leur monde est habité par les esprits, bons ou mauvais. Ils sont persuadés que par les exercices spirituels et corporels, il est possible à l'homme de prolonger sa vie et même de devenir immortel. Ceux qui veulent allumer la lampe de longévité doivent d'abord apprendre, disent-ils, à l'emplir d'huile. Ils commencent la journée par des exercices respiratoires, croyant que le contrôle de la respiration permet au corps d'absorber et de concentrer l'énergie de l'univers qui le régénérera et le préservera du vieillissement. Ce maître Kuang affirme que des taoïstes sont arrivés à une telle perfection qu'ils ont pu atteindre et dépasser les 200 ans. Ses propres progrès, dit-il, vers l'immortalité ont été malheureusement contrariés par le temps qu'il doit passer en tâches administratives pour la communauté.
À 86 ans, il est encore d'une souplesse remarquable. Il pratique l'escrime au sabre pour attirer vers lui l'énergie de la nature et éloigner les esprits malins qui l'entourent et le menacent. D'après la doctrine Tao, l'énergie naturelle naît de l'équilibre existant entre deux forces opposées, le yin et le yang. Comme le jour et la nuit, les principes mâles et femelles, l'été et l'hiver. L'harmonie des forces vitales résultant de leur interaction dans un sens ou dans l'autre. Ce sens de l'équilibre vital est un des caractères fondamentaux de la pensée chinoise. Les Chinois admirent la patience et la modération, la flexibilité, à l'exemple de ce qu'ils voient dans la nature. Si le taoïsme répond au penchant mystique des Chinois, il est néanmoins un autre enseignement plus profondément enraciné dans la société que dans les temples lointains de Tao. C'est ici, dans la petite ville de Qiufu, que vécut Kong Fu Tsui, que nous avons francisé en Confucius, 500 ans avant Jésus-Christ. Son tombeau est à la sortie de la ville. Le grand temple qui lui fut élevé ne date pas de cette époque, bien sûr. Il a été bâti et rebâti par les empereurs en hommage aux grands sages. Mais il est toujours hanté par les souvenirs du passé. L'intérieur du temple fut en grande partie détruit pendant la Révolution culturelle, quand tout ce qui se rapportait à Confucius fut voué à la vindicte populaire, mais beaucoup d'instruments de musique et d'objets rituels ont pu être sauvés. Les cloches de bronze scandent depuis des siècles le rituel très élaboré en usage dans le temple. Confucius eut sur toute la Chine plus d'influence que tout autre maître spirituel. Mais bien que la musique et les rites aient eu à ses yeux une grande importance, il ne fut jamais un maître religieux. Le confucianisme n'est pas une religion, mais un code de bonne conduite. Il disait, « Si vous voulez faire régner l'ordre dans une société, il faut en confier la responsabilité aux hommes et non pas s'en remettre aux forces surnaturelles. L'harmonie sociale et politique dépend du comportement de chacun. Tout membre d'une société y a sa place et ses obligations. La femme obéit à son mari, le fils à son père. Et tous obéissent à l'empereur. Mais ceux qui possèdent le pouvoir doivent en faire bon usage avec justice et sagesse. On doit obéir avec respect et diriger avec bonté. Les vertus cardinales de Confucius sont l'humanité et la bienveillance. Le confucianisme n'est pas une conception égalitaire, mais celle qui a toujours fait écho aux aspirations naturelles de l'ancienne Chine, où la solidarité familiale était la règle absolue.
Et ce sens de la hiérarchie et des obligations morales envers la famille et la société est toujours au centre de l'art de vivre chinois. Mais dans un pays où 4 habitants sur 5 vivent de la terre, l'enseignement intellectuel est réservé à un petit nombre. Et pourtant, il existe une longue tradition religieuse populaire. On ne l'a constaté nulle part ailleurs mieux qu'à Taishan, qui signifie grande montagne, la plus sainte des 5 montagnes sacrées de la Chine. Pour beaucoup de Chinois, les sentiments religieux avaient leurs racines dans leur relation avec la terre, le ciel et la famille. Et pendant des siècles, les populations ont gravi les escaliers de pierre conduisant au sommet de la montagne. Dans quelques années, peut-être le feront-ils en auto, japonaise bien sûr. En attendant, c'est à dos d'homme que les matériaux sont amenés au sommet. La montagne attire toujours des milliers de touristes, beaucoup venus de très loin, pour gravir les 6000 marches de l'escalier monumental. Le Taishan est l'Olympe de la Chine. De nombreux dieux y ont élu domicile. Au sommet se tient le temple de l'empereur de Jade, qui a dû faire un peu de place à un émetteur de télévision. Il est difficile de dire ce qui, de la religion ou de la beauté du site, attire le plus de monde vers le lieu sacré, à moins que le tourisme ne soit lui-même une religion. Ce qui importe en effet, c'est que pour le peuple, la religion échappe à des définitions et à des dogmes précis. Les Chinois n'ont jamais ressenti le besoin de différencier les divers enseignements spirituels. Leurs croyances sont un mélange très complexe et très divers des influences du passé. Il y a près du sommet une petite chapelle, semblable à toutes celles où les femmes déposent partout ailleurs des offrandes pour le repos de l'âme des ancêtres. Le culte des ancêtres est en effet une des traditions les plus anciennes et les plus fortement enracinées en Chine. Ces feuilles de papier représentent la monnaie avec laquelle on va s'attirer les bonnes grâces des fonctionnaires de l'autre monde chargés d'assurer le bien-être des morts. Cette coutume est toujours en vigueur dans les campagnes. Elle trouve sa source dans les croyances fondamentales qui sont la foi en la hiérarchie, l'idée que les rites sont le fondement de la prospérité et que si les esprits sont satisfaits, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les sommets des montagnes ont de tout temps été considérés comme sacrés, pour la simple raison qu'ils sont près du ciel. Les Chinois n'ont jamais cru en un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Ce sont le cosmos et le ciel qui ont une influence sur la vie quotidienne des hommes. Si vous voulez la santé, la prospérité, le bonheur, d'innombrables dieux et esprits sont là, prêts à répondre à votre appel si vous y mettez du vôtre. Sur le Taishan, le temple qui attire le plus de visiteurs est celui de la princesse des nuages colorés, déesse de la fécondité. On offre à la princesse argent et nourriture, et même cigarettes et bonbons.
Les quémandeurs croient qu'il est du pouvoir de la déesse d'accorder la plus grande faveur que puisse demander une famille chinoise, un enfant et surtout un fils. Et depuis que le gouvernement veut imposer l'enfant unique, la princesse des nuages colorés est de plus en plus sollicitée. La religion a parfois des préoccupations bien terrestres. Il n'y a pas que les anciens qui viennent présenter leur respect aux divinités. Bien des jeunes aussi, avec une sorte de révérence embarrassée, mais tous pour demander une faveur. Tous ont acquis à l'école une conception scientifique de la vie. Ceux qui, comme M. Chao, croient que le communisme et le parti peuvent prodiguer plus de bienfaits que la religion. C'est de la superstition, ces histoires de Dieu, qui vous protègent et vous enrichissent. J'étais taoïste, moi aussi, pendant 1 an ou 2. Mais les dieux m'ont jamais rien accordé, j'étais resté pauvre. Alors j'ai renoncé à tout ce qui était religion. Et depuis, j'en dissuade les autres. C'est comme ça. Les Chinois sont un peuple pragmatique. Ce qui compte pour eux, c'est la famille, la maison, la sécurité. Depuis 30 ans que le pays est gouverné par les communistes, la plupart des gens s'en remettent au parti pour subvenir à leurs besoins. Pour beaucoup, comme Madame Ho, qui n'avait connu que la pauvreté, le changement a été considérable. La révolution a dans bien des domaines remplacé la religion et apporté au peuple plus de bienfaits matériels que les anciens dieux ne l'avaient jamais fait. Et pourtant, même ceux dont la vie s'est bien améliorée n'ont pas tellement de raison de croire à l'infaillibilité du parti. Les 30 dernières années n'ont pas été aussi simples. À la fin des années 50, ce fut le désastre de la collectivisation ordonnée par Mao, le fameux bond en avant. Puis, la révolution culturelle prit la relève. Et ceux qui vécurent cette époque ne sont pas prêts d'oublier le fanatisme de ses zélateurs. En 1966, Mao estima le moment venu de reprendre le contrôle du parti, de l'armée, du pouvoir, dont il avait été plus ou moins évincé après l'échec du grand bond en avant. Et la rupture avec le Parti communiste de l'Union soviétique. La grande révolution culturelle, propagée par la jeunesse, devait provoquer un retour aux sources du marxisme-léninisme et achever la construction socialiste de la Chine. Mao devint l'objet d'un culte de la personnalité encore plus démesuré que celui de Staline. Sa pensée fut imprimée dans un petit livre rouge qui devint la Bible des nouveaux croyants, que l'on apprenait par cœur, que l'on chantait et qui guérissait même les malades. Les rassemblements de masse surpassèrent tout ce que le monde avait connu. Mais la ferveur idéaliste tourna à l'hystérie, puis à l'anarchie. Des groupes de jeunes, baptisés les Gardes Rouges, sillonnèrent le pays, s'attaquant à tout ce qui rappelait la culture, l'autorité, la religion et les traditions ancestrales. On brûla les livres, des œuvres d'art furent détruites ou défigurées. Enseignants, médecins,
hauts fonctionnaires, avocats, intellectuels de toutes sortes furent publiquement humiliés ou torturés, poussés au suicide ou même massacrés. Enfants dénonçant leurs parents, voisins dénonçant leurs voisins, ce fut le temps des règlements de compte, de la terreur. On sait que 100 millions de personnes eurent à souffrir de ces exactions pendant les 10 années que cela dura. Les classes dirigeantes furent arrachées à leurs emplois et envoyées pour l'exemple aux travaux de la terre. L'administration, l'économie, l'éducation tombèrent en ruine. Et lorsqu'en 1976, Mao mourut et que la révolution culturelle s'éteignit avec lui, il était devenu vraiment difficile à un simple Chinois de croire en quoi que ce fût. Mais en 40 siècles d'histoire, la Chine a démontré qu'elle avait du ressort. L'accent n'a plus été exclusivement mis sur le dogme d'une politique pure et dure. La politique actuelle est celle des 4 modernisations. L'effort concerté et total de parachever la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la technologie et de la défense. Le tout sous-entendant que faire du profit était redevenu chose respectable. Le gouvernement de Deng Xiaoping encourage les brigades à diversifier leur activité, à bâtir leurs propres usines et jusqu'à un certain point à négocier marchés et contrats. Pendant la révolution culturelle, M. Chao, comme tant d'autres dirigeants, fut molesté, humilié et livré à la vindicte publique pour s'être engagé sur la voie du nouveau capitalisme. Il est aujourd'hui un gestionnaire plus qu'un cadre politique. Et les membres de sa brigade sont encouragés à retrousser leurs manches pour réaliser les 4 modernisations. Plus on travaille, mieux on est payé. La brigade est en train d'édifier une usine de textile sur un terrain où poussaient naguère des légumes. Elle en tirera un meilleur profit. Le sort des travailleurs a bien changé depuis 1979. Le revenu moyen de la brigade a presque quadruplé et un ménage sur 3 possède un téléviseur. La plupart ont économisé et déposé en banque l'équivalent d'une année de salaire. M. Gao est conducteur d'engin. C'est un membre typique de la brigade de Chuji. Il s'est acheté un téléviseur et plus récemment une montre bracelet. Il économise à présent pour une machine à laver et s'étonne de son propre aveu d'avoir pu accéder à tant de confort. Monsieur Gao et sa femme vivent avec la belle-mère, la vieille Madame O, qui a 6 enfants, tous mariés, et plus de petits-enfants qu'elle n'en peut compter. Ce n'est que dans les grandes occasions que l'on s'attable autour d'un tel repas. En comparaison du niveau moyen chinois, Madame O et sa famille sont des gens très aisés. Les enfants dans la brigade sont les représentants d'une génération qui n'aura pas connu la faim et la peur du lendemain. Et leurs parents ont même de quoi s'offrir le luxe du superflu. Pour le parti, ce nouvel appétit de prospérité crée bien des problèmes. Étaler sa richesse a toujours été mal vu en Chine. Et il est malaisé pour les anciens de s'habituer à la nouvelle situation. La vie s'améliore, mais les gens sont insatisfaits. Surtout les jeunes couples. Une fois mariés, ils veulent avoir une belle maison, avec radio, machine à laver, la télévision, des beaux meubles, et tout le reste. Ils veulent toujours plus. Augmenter sans cesse leur niveau de vie.
L'aisance ne leur suffit plus. Il leur faut du luxe. Confrontés à cette nouvelle mentalité de consommateur, les autorités s'efforcent de préserver les vieilles valeurs révolutionnaires d'altruisme de masse. Et c'est par l'école et l'éducation qu'elles essaient de transmettre ce message à la jeunesse. On s'efforce bien sûr de leur inculquer les grands principes du parti, mais aussi certaines valeurs éternelles qui sont, réflexion faite, plus confucéennes que socialistes. Respect de l'autorité, oubli de soi, considération pour son prochain. Valeurs qui ont bien failli disparaître à jamais avec la révolution culturelle. Écoutons ce qu'en dit le directeur de cette école. Dès l'école primaire, nous éduquons les enfants. Nous leur donnons des leçons de morale. Nous leur apprenons non seulement à lire, mais à aimer le parti et le socialisme, le travail manuel, le respect de leurs professeurs. Les paroles disent « Nous sommes des petites fleurs et nous poussons sous le soleil du parti ». C'est une des chansons typiques des petits Chinois d'aujourd'hui. Et depuis la plus tendre enfance, on les incite à suivre l'exemple de Lei Fang, un simple soldat qui mourut jeune dans les années 60. Il proclamait qu'il voulait devenir un parfait rouage du grand moteur révolutionnaire. Il n'accomplit aucune action particulièrement héroïque, mais il était charitable envers les vieillards, accomplissait de bonnes actions et était dévoué à son pays. Tout enfant devrait s'efforcer de devenir un autre Lei Fang. Regardez cette première image et écoutez attentivement. Je vais vous raconter une histoire. L'oncle Lei Fang a beaucoup donné l'exemple par ses bonnes actions. Et il y avait une fois une petite fille appelée Chao Hong, ce qui veut dire petite fille rouge. Un jour, en se rendant à l'école, elle vit un porte-plume réservoir par terre dans la rue. Elle se baissa, le ramassa, en se demandant qui l'avait perdu, en se disant que son propriétaire devait être ennuyé, et se dit qu'aurait fait à ma place l'oncle Lei Fang. Il faut rendre service. Alors elle alla trouver tante agent de police et lui remit sa trouvaille. Et tante agent de police la complimenta pour son honnêteté. Et voilà, j'ai fini mon histoire. Et maintenant, regardez les images et je vais vous interroger. Soyez attentifs. Sur cette image, la petite fille trouve le porte-plume. Qui peut me dire ce qu'elle pense alors? Chan Xiaoping, dis-nous ce qu'elle pense en ramassant le porte-plume. Elle pense, plus fort, elle pense, qu'est-ce qu'oncle Lei Fang ferait? Le propriétaire doit être ennuyé, il faut que je le rende. Et elle va le porter à tante agent de police. C'est bien, tu peux te rasseoir. C'est très bien. Il faut suivre l'exemple de la petite fille et être digne de Lei Fang. D'accord? Oui. D'accord? Oui. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les enfants apprennent à mettre en pratique l'exemple de Lei Fang. Chaque mardi et chaque jeudi, après la classe,
les petites élèves de l'école primaire se divisent en petits groupes de 6 à 8, baptisés équipe Leifang, et vont rendre aux anciens de menus services. Ce groupe a adopté, si l'on peut dire, une veuve de 80 ans. Presque tous les enfants de 7 à 15 ans font partie des jeunes pionniers, un peu comme les Boy Scouts occidentaux. Ils vont ce samedi-là visiter en groupe le mémorial des martyrs de la Révolution. Le parti considère qu'il est essentiel d'entretenir chez les jeunes le souvenir des sacrifices consentis sur l'autel de la patrie par tous ceux qui ont combattu pour la Révolution. Ils vont défiler en bon ordre, par rang d'âge. Un représentant de chaque groupe rend compte au chef. Le salut, bras tendu au-dessus de la tête, signifie que l'on place le parti et le pays au-dessus de soi-même. Jeunes pionniers. Aujourd'hui, les jeunes pionniers de l'école primaire de Chuji sont venus saluer les martyrs de la Révolution. Rappelez-vous que vous êtes les héritiers de la glorieuse tradition et que vous devez tous suivre l'exemple de Leifang et devenir les outils grâce auxquels nous réussirons les 4 modernisations. Nous sommes, chante-t-il en chœur, les héritiers de la Révolution. Nous travaillons dur, nous luttons sans relâche et marchons bravement vers la victoire. Leur foulard est rouge, comme le sang des martyrs de la Révolution. Comptant 100 millions de membres, les jeunes pionniers constituent la plus nombreuse et la plus jeune armée du monde. Il faut bien occuper ses loisirs, la journée terminée, à la brigade Chuji. Les jeunes se réunissent souvent à la maison commune pour jouer aux cartes ou aux échecs chinois. Bien que la plupart d'entre eux soient marqués par un idéal, c'est néanmoins ce groupe d'âge qui préoccupe le plus les autorités. Il y a dans les villes, il y a chez les adolescents un certain taux de chômage et un accroissement de la délinquance. Ils sont attirés par la façon de se vêtir et par la musique occidentale. Et certains vont même jusqu'à suggérer que la 5e modernisation devrait être la démocratie. Mais il ne s'agirait, toujours selon les autorités, que d'une très faible minorité. Il n'empêche que les journaux et les dirigeants du parti utilisent parfois les mots tiédeur et relâchement des convictions, tout en niant l'existence et mettent en garde les jeunes contre les dangers de la décadence bourgeoise et la perte de la foi socialiste. Dans la brigade, les jeunes ne sont pas dans la même position que moi. J'ai été éduqué par le parti. Et je sais ce que veulent dire le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Tse-tung. Mais chez les jeunes membres de la brigade, bien peu pourraient vous parler du marxisme-léninisme en connaissance de cause.
Sur les 4500 personnes constituant la brigade, on ne compte que 104 membres du parti, soit 4% de la population adulte. Ils ont pour tâche et pour devoir d'entretenir la flamme de l'idéal communiste et de convaincre les masses d'y adhérer. Une fois par semaine, une réunion se tient à la maison commune. Le conférencier est un ancien garde rouge, devenu premier délégué de la brigade. La révolution culturelle n'avait pas embelli l'image du parti, mais de toute façon, le peuple en Chine s'était par tradition tenu à l'écart du débat politique. Un très ancien poème ne dit-il pas « Je me mets au travail quand le soleil se lève, je me repose quand il se couche. Qu'ai-je à faire des puissants ?» La télévision est le symbole de la nouvelle prospérité. L'émetteur, situé au sommet du Taishan, figure parmi les dieux de la montagne sacrée. La religion n'a jamais eu chez nous de profondes racines, disait un auteur chinois. Nous nous tournons vers elle quand les vicissitudes de l'existence nous deviennent insupportables. Et pour les familles de la brigade Chuji, la vie quotidienne ne l'est plus insupportable. Alors, à quoi bon la religion? Ce que le parti semble craindre, c'est que cela ne devienne vrai de la politique et de l'idéalisme. La vision qu'a M. Chao de la société future va cependant au-delà du simple confort matériel. Notre pays est en train d'achever la modernisation socialiste. Les buts qu'il faut atteindre en priorité sont au nombre de 2. 1. Bâtir une société socialiste, riche et prospère au plan matériel. 2. Développer aussi une civilisation spirituelle. Donc, 2 pôles, le matériel et le spirituel. Et j'estime que le spirituel est plus important que le matériel. Il semble pourtant, aux yeux de ceux qui, comme M. Chao, ont consacré, disons même sacrifié leur vie à l'idéal révolutionnaire qui inspira leur génération, que cet esprit soit en danger de disparaître, sapé par les résultats même de la lutte qu'ils avaient menée pour leur accomplissement. M. Chao a maintenant la soixantaine. Ses croyances et celles de ses contemporains ont changé le cours de l'histoire. La prochaine génération aura d'autres ambitions et peut-être d'autres conceptions pour son avenir. Et pourtant, la vie en Chine s'inscrit toujours dans une perspective sinueuse peut-être, mais continue. Et comme certains le disent, la révolution culturelle elle-même ne fut qu'une verrue sur le visage de la Chine éternelle. Ce sont 4 millénaires d'histoire et non pas 30 années qui ont modelé la nature profonde de l'âme chinoise. Foi en l'humanité, foi en la famille, foi en la grandeur du pays et en sa civilisation. Et quoi qu'il arrive à l'avenir, il en sera toujours ainsi.